Alors, merci Christine. Tout d'abord, je voudrais me réjouir d'être une fois encore à N'Djamena, puisque j'étais déjà à N'Djamena en 2005. Ce n'est pas la première fois que l'AMCEP organise une activité dans ce beau pays. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi nous pour... c'est pas le mien, ça. C'est la FAO. Alors, donc, cela dit, je voudrais aussi remercier particulièrement Christine pour tout le travail qu'elle abat dans le cadre du développement de l'expertise, surtout. Et je crois que chaque fois qu'il y a une activité au niveau de l'AMCEP, elle s'évertue toujours à susciter des speakers, à susciter de l'expertise. Et je crois que ça n'a pas raté cette fois-ci. Elle m'a obligé à venir intervenir lors de cette séance. Et c'est le moment d'exhorter aussi les collègues de tout pays. Parce qu'en regardant le programme, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de contributions des SPE membres de l'ACEP et de l'AMCEP. Il y a beaucoup d'interventions du Tchad dans le programme. Donc je voudrais nous exhorter à cultiver l'expertise et à être toujours candidat lorsqu'il s'agit de ces rencontres-là pour que nous soyons nombreux à partager les expériences de nos pays au sein de la communauté que nous constituons. Alors, le thème sur lequel je vais vous entretenir, je sais que l'heure est passée, mais un peu d'effort. J'ai quelques 15 ou 16 slides. C'est sur l'économie verte et emploi vert, lien naturel ou forcé. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je voudrais vous dire d'entrée que j'ai été très dubitatif. Et lorsque j'ai vu que ces séminaires, cette conférence, portaient sur l'implication des SPE dans les emplois verts. Je me suis dit, mais déjà que nous n'arrivons pas à faire les emplois, et qu'on nous demande d'aller maintenant aux emplois verts, qui est encore plus compliqué, comment est-ce que nous pourrions nous en sortir? Déjà que nous n'arrivions pas à encourager les jeunes à aller à l'agriculture, maintenant on nous demande de faire l'agriculture verte. N'est-ce pas plus compliqué? Alors donc, je suis resté dubitatif en disant, ben on va voir. C'est pour ça que je vous parlerai d'autres choses que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Je ne vous parlerai pas d'agriculture, je ne vous parlerai pas d'environnement, je ne vous parlerai pas de transformation parce que cela sera discuté lors des sessions qui vont suivre. Mais je vous parlerai... Ah, il faut aller là-bas. Il faut venir jusqu'ici. Bon. Ou bien c'est lequel? C'est au milieu? Il n'est pas vert, lui, hein? Il n'est pas vert. Et j'appuie où? Ici? Ici. Ok. Alors, je vous parlerai du contexte dans lequel cette présentation a été préparée. Je vous parlerai de la dimension humaine et de l'équité sociale. Je vous parlerai du modèle économique dans ce domaine et je finirai par l'implication des SPE ou le besoin d'un repositionnement stratégique. Alors le contexte, moi je viens d'un pays qui s'appelle le Bénin, qui est en Afrique au sud du Sahara. Et dans l'intervention du président d'honneur de l'AMCEP ce matin, on a relevé que les situations ne sont pas les mêmes, parce que dans les pays du Maghreb, nous avons un taux de chômage de 11%, je crois, et qu'en Afrique au sud du Sahara, on était à 7%. Donc ça veut dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Or, les pays dont nous parlons, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et autres, sont des pays quand même, sur le plan du développement économique, de l'industrialisation, sont quand même un peu plus avancés que la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara. Donc, c'est quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. Dans les pays au sud du Sahara, nous avons une réalité de chômage des jeunes très élevée, voire l'augmentation des chômeurs découragés. Et ça, il faut l'éviter parce que la radicalisation est juste à côté quand on commence par être découragé.
Nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est important, relativement. Le taux de déscolarisation devient de plus en plus important. Le coût du travail de plus en plus élevé. Le pouvoir d'achat relativement faible. Et plusieurs secteurs socio-économiques sont peu développés. Parce qu'on ne va pas me dire que nous avons déjà atteint, dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la protection sexuelle, de la protection sociale, une couverture quand même confortable encore dans ces pays-là. Et le secteur informel est dominant. Je dis tout cela parce que lorsqu'on parle des emplois verts, ça dépend du prisme sous lequel on le regarde. Comme on dit chez nous, celui qui est rassasié ne peut pas exprimer les mêmes pas de danse que celui qui est encore faim. Même si c'est la même musique qu'on joue, que c'est le même tam-tam. Donc, cette question peut être appréciée différemment selon là où on est, selon les expériences vécues et selon les réalités. Alors, économie verte, emploi vert, dimension humaine, équité et éthique. Selon l'OIT, on dit que les emplois verts sont au cœur du développement durable. J'ai souligné du développement durable et on va voir tout à l'heure. Et apporte une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. La question est de savoir, est-ce que tel que nous abordons souvent la question des emplois verts, nous tenons compte de la question du développement durable souvent et de l'inclusion sociale? Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Mais malheureusement, je constate que lorsqu'on parle d'emploi vert, on voit environnement, on voit agriculture, on voit énergie, bâtiment, et je me demande si ces dimensions-là sont suffisamment prises en compte. Le développement durable, il est au carrefour de l'économique, de l'environnement et surtout de l'humain. On oublie aussi que l'humain fait partie de l'environnement. L'humain est vert. L'humain est vert. Quand nous aurons fini de sauver les animaux, de lutter contre les changements climatiques et qu'il n'y aura plus d'hommes, qu'avons-nous fait? D'où la dimension humaine, pour ma part, en tant qu'homme, en tant qu'acteur du développement, mais également l'homme en tant qu'objet et sujet du développement. L'homme en tant que capital naturel, aussi à préserver. Et enfin, par rapport à la fonction associée à la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, l'homme est aussi au cœur du débat. Alors si nous sommes d'accord que l'humain est un acte important du développement durable et que l'humain doit être pris en compte dans le cadre des emplois verts, nous devons aller au-delà. Parce que quand on parle des emplois verts, on distingue souvent deux catégories. On parle des métiers verts, qui sont des métiers créés dans les secteurs économiques verts. On en parlera abondamment cet après-midi et demain, agriculture, environnement et tout ce qui va avec. Mais on parle aussi suffisamment des métiers verdissants. Ces métiers qui sont issus des processus de verdissement de l'économie. Ça veut dire qu'il y a d'abord les métiers verts qui sont dans les secteurs verts, mais il y a également un regard qui est porté sur les processus de l'économie, de l'industrie, pour savoir si ces économies, ces industries fonctionnent de manière à préserver l'environnement, de manière à intégrer la dimension verte, respectueuse de l'environnement, et cela concerne tous les secteurs. Donc on met beaucoup l'accent sur ces deux aspects des emplois verts. Et moi je voudrais que nous allions un peu plus loin pour nous intéresser aux métiers humanisants. Si on considère que l'homme est également du vert. Et ça veut dire que nous devons nous intéresser également aux métiers qui valorisent l'homme, qui le réparent. Parce que l'homme
a commencé par se détériorer. L'homme n'est plus ce qu'il était. L'homme d'aujourd'hui commence par perdre en valeur. Et si vous voulez que demain, nos enfants d'aujourd'hui préservent l'environnement de demain, il faut les former. Il faut les former sur les valeurs de protection de l'environnement. Donc il faut travailler sur l'homme d'aujourd'hui pour que demain, cet homme puisse véritablement continuer à préserver l'environnement. Donc il faut donc des métiers humanisants qui exposent moins l'homme aux risques sociaux, qui exposent moins l'homme aux risques économiques, dont tous les métiers liés à l'éducation. Chez moi, dans mon pays, on a besoin de 11 000 enseignants pour l'éducation, l'enseignement primaire. Ça veut dire que beaucoup d'élèves sont sans maître. Donc ils ne sont pas à l'école. L'école est là, ils sont dans l'école, mais ils n'ont pas de maître. Si on ne les forme pas, si on ne les éduque pas, est-ce que nous sommes en train de travailler pour l'avenir? Donc l'éducation également, les métiers de l'éducation doivent être des emplois verts. Et nous devons convaincre nos dirigeants pour que le secteur de l'éducation soit un secteur vert. On en vient à la santé. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires détruisent l'homme. Un patrimoine vert. L'homme, patrimoine vert. Nous mangeons mal. À partir de ce moment, tous les métiers qui visent à corriger cet état de choses chez l'homme sont des métiers verts à encourager. J'ai rencontré un végétarien, quelqu'un qui a un restaurant vert, et il me dit, ah oui, l'économie verte, c'est nous. Les emplois verts, c'est nous. Ah, je dis, ah bon, donc on ne doit plus produire des poissons, on ne doit plus produire de la viande. Parce que pour les végétariens, il ne faut plus manger la viande. Donc, l'élevage ne devrait plus être emploi vert. Alors si on me dit alors qu'on va développer l'élevage, la pisciculture, parce que c'est des emplois verts, lui il dit non, ça ce n'est pas vert, il ne faut plus tuer les animaux, il ne faut plus les manger. Ça dépend donc du prisme sur lequel chacun regarde l'emploi vert. Alors donc je disais donc que nous devons ajouter aux métiers verts, aux métiers verdissants, aussi les métiers humanisants, parce que c'est autour de l'homme que nous allons construire les autres emplois verts. Le deuxième axe de ma réflexion porte sur l'économie verte, l'emploi vert, comme un modèle économique. Parce que quand on nous dit, nous, services publics d'emploi, notre implication dans les emplois verts, je me dis, mais ce n'est pas à nous qu'il faut parler. C'est une vision. C'est une vision. Parfois, c'est un dogme que de parler de l'emploi vert, de l'économie verte, du changement climatique. Ce n'est pas nous qui faisons l'économie. Ce n'est pas les SPE qui font l'économie. Donc, la création, et quelqu'un l'a dit, la création d'emplois verts n'est pas automatique. Cela nécessite la mise en place de politiques fortes et cohérentes dans l'économie, entre l'économie et l'emploi, le développement des RH et des compétences. Et ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui faisons les politiques fortes et cohérentes. Donc les emplois verts, ça dépend d'abord de ça. Avant que nous, SPE, nous ne jouons notre partition. S'il n'y a pas de politique forte, s'il n'y a pas un environnement favorable, l'SPE peut tout faire. Ça, il ne développera pas des emplois verts. On dit que les emplois, l'économie verte, c'est un processus de mutation profonde de l'économie. Une forme d'écologisation et de distanciation à l'égard de la croissance. C'est une approche qui est développée, partagée par Jackson, 2001, vous pouvez y chercher, mais qui parle de la désaccoutumance à la croissance et au gain de productivité. Pour dire que c'est une condition pour aller à l'économie verte, c'est de dire
On change de paradigme. Le gain n'est pas nécessairement un gain financier. L'émergence d'une société post-croissance dans laquelle la quête de qualité du développement remplacerait la course à la croissance quantitative. Ce n'est pas la SPE. C'est la politique forte et cohérente. C'est des acteurs économiques. Alors, il a recensé 6 domaines qui peuvent être pris en compte si les gouvernements locaux et nationaux veulent s'engager dans cette voie. On parle souvent de la promotion de l'investissement et des dépenses dans les domaines qui stimulent une économie verte. Il faut que les États et les collectivités locales puissent vouloir s'engager dans les investissements qui promeuvent l'économie verte. C'est une condition. 2, il faut pouvoir examiner les externalités environnementales et les imperfections du marché. Il faut limiter les dépenses publiques dans les domaines qui contribuent à l'épuisement des capteurs naturels. Il faut élaborer des cadres réglementaires rationnels. Et il faut investir dans le renforcement des capacités et dans la formation. Parce que j'ai suivi des interventions qui m'ont précédé. Il y a un défi de reconversion, de requalification, de réorientation vers la formation dans les secteurs verts. Il faut que les politiques publiques acceptent d'y aller et de mettre les moyens à disposition et qu'on crée le cadre institutionnel pour pouvoir développer cette ingénierie de formation et pour dérouler ces formations. Et il faut renforcer la gouvernance internationale. Enfin, sur le volet modèle économique, disons que le développement des emplois verts nécessite donc également des politiques fortes qui soient mises en place en matière de fiscalité. On parle déjà de fiscalité verte. Ce n'est pas la SPE. Le coût du travail. Quelle est la compétitivité des emplois verts par rapport aux emplois gris? Quelle est la compétitivité? Si le coût du travail en emploi vert qui valorise l'homme et l'environnement, ça coûte plus cher que d'amener quelques machines polluantes. On a suivi ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport au gaz de schiste, par rapport au charbon dans certaines régions. Quand on analyse le coût, alors donc, il y a des réformes par rapport au coût du travail. Et pour que le coût du travail soit abordable, il faut intervenir sur la promotion des logements sociaux. Parce que dans nos budgets, le logement commence par coûter cher, par prendre une bonne part des salaires. Donc s'il y a des politiques de promotion de logements sociaux, le coût du travail sera beaucoup plus acceptable. S'il y a des politiques de transport, parce que les travailleurs mettent beaucoup de ressources dans le transport de plus en plus. Et puis la protection sociale. En Afrique, au sud du Sahara, on n'a pas encore atteint plus de 10 à 15% de protection sociale. S'il y a la protection sociale, et que le gars n'a plus le souci de la maladie, parce qu'il a eu l'assurance universelle par rapport à cela, ça veut dire que cela peut agir sur le coût du travail. L'accès aux services sociaux de base, c'est lié à la protection sociale, et là, le principe de flexi-sécurité. Et je donne quelques exemples. Par exemple, la promotion des coopératives de travaux urbains. Monsieur dont le nom a parlé des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Je m'inscris dans cette dynamique aussi pour dire que dans les travaux urbains, il y a des emplois verts en termes de changement de modèle économique. Le service de désensablement, de curage des caniveaux et d'entretien d'espaces verts était souvent assuré par des grandes entreprises. Et vous voyez le camion là, qui pollue là, il dégage beaucoup de poussière et puis beaucoup de fumée. Et qui est acquis
à des millions, beaucoup de millions de francs, et qui limite l'usage de l'homme. Alors que dans nos pays, les hommes qui ont le profil pour pouvoir balayer sont très nombreux. Sont très nombreux. Qui ont ce profil de balayeur, ils sont très nombreux. C'est eux qui partent en migration et autres là parce qu'ils ne trouvent plus rien, puisque la machine les a remplacés. Et ça coûte parfois plus cher. Le coût élevé de la prestation, et il n'y a pas de retombées directes sur les populations. Mais dans certaines communes, par exemple au Bénin, ils ont décidé de confier le service de désensablement, de curé de caniveaux et d'entretien d'espaces verts par des coopératives urbaines de jeunes et de femmes. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné l'utilisation d'outils et d'engins non polluants. Il n'y a plus de camions et autres engins mécaniques dégageant fumée et autres. Forte utilisation de la main-d'œuvre locale, parce qu'ils ont des jeunes de leur localité qui sont utilisés, un nombre important. Le coût de la prestation est moindre, ce qui permet à la ville de nettoyer, de balayer beaucoup plus de rues. Et plus important, il y a une économie circulaire, quelqu'un en parlait tantôt, avec de grandes retombées directes pour une partie de la population. Parce que ceux qui balayent, ils gagnent de l'argent, ils réinvestissent dans la ville et l'argent se recycle. Et dernier, c'est autour de la citoyenneté. Parce que c'est eux qui balayent. Quand ils voient quelqu'un en train de jeter sur la voie publique, ils sont les premiers à interpeller pour dire « Ah non, 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 c'est moi qui balaye. Ramasse. » Et, deuxièmement, ils savent que ce sont les impôts qu'on paye que la ville utilise pour les rémunérer. Donc, ils ont intérêt à ce que les gens payent les impôts parce que c'est grâce à cela qu'eux, ils balayent les rues et ils sont rémunérés. Donc, c'est un premier exemple d'emploi vert créé dans les communautés parce que ça profite à tout le monde, à la commune, aux individus, et c'est moins polluant. Deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport à la promotion de la sous-traitance des travaux, des services et commerces par les grandes entreprises. Il y a une image qui est fausse là. Je n'ai pas eu le temps de mettre la bonne image. Beaucoup de marchés publics sont exercés par des grandes entreprises, des multinationales, qui assurent par elles-mêmes toutes les activités de la chaîne de réalisation. On a confié à une grande entreprise multinationale des chantiers de pavage de rue. Pour prendre un exemple concret. La même entreprise fabrique les pavés, à son unité de fabrication de pavés, de bus, de tout ce qui entre comme intrant dans la fabrication des pavés, et réalise une grosse économie déjà sur ce maillon de la chaîne de réalisation des travaux. Dans un autre schéma, on promeut la concession de la sous-traitance de certains segments de la chaîne de réalisation des travaux à des micro-entreprises ou à des coopératives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu que ce soit la multinationale elle-même qui fabrique les pavés, les bordures et tout ça, on l'oblige à sous-traiter avec des entreprises, des petites entreprises de jeunes formés à cela, la fabrication de ces intrants dans la réalisation des travaux. Ça veut dire qu'on développe ces activités-là qui sont aussi rentables. Ça veut dire que tout le gain du marché, du gros marché, ne va pas seulement à la même grosse entreprise multinationale, mais ça va aussi à des petites entreprises qui fabriquent des pavés et autres et qui vendent à la grande entreprise, diminuant peut-être la marge de la grande, mais permettant également aux petites de gagner, de profiter de ces marchés-là. Donc c'est un exemple qui peut se développer dans beaucoup de secteurs. Nous savons que les réseaux GSM, ils le font si bien, qu'ils ne sont pas producteurs et distributeurs. S'il y a un secteur où il y a beaucoup d'emplois qui sont créés par la sous-traitance, c'est aussi là où eux, ils produisent
la télécommunication, mais c'est des sous-traitants, beaucoup de sous-traitants qui vendent des crédits, qui font mobile money, qui profitent du développement du secteur. Donc, dans beaucoup de secteurs, on peut aussi le faire. Donc, le marché de sous-traitance est également une possibilité. Et enfin, le troisième exemple, c'est par rapport à l'optimisation de la dépense publique au niveau des collectivités publiques, que ce soit de l'État ou des collectivités locales. Préférence, avant c'était la préférence pour l'automatisation, pour le moindre coût des produits. Avant d'aller à l'automatisation, je pense qu'il faut faire des analyses comparatives ou d'opportunités. Souvent, on ne fait pas des analyses de coûts ou des comparatifs avant de décider d'automatiser. L'exemple le plus épatant, c'est les feux tricolores dans une ville. Parce qu'on pense que être moderne, c'est d'avoir des feux tricolores. Alors que l'activité au niveau de ces carrefours ne dépasse pas encore la capacité de l'homme à réguler la circulation. Et les profils dont on a besoin pour réguler la circulation, comme ça, comme ça, comme ça, nous en avons beaucoup. Or, investir dans le feu tricolore, c'est au minimum 40 000 € de dépenses d'achat, sinon plus, installation, et puis tous les jours, ça décompte. Bon, maintenant, il y a les panneaux solaires qui permettent de ne plus consommer beaucoup, mais après, il faut changer les ampoules, et puis un fou passe, il cogne le feu tricolore, il est à terre, il faut changer. Alors que l'analyse a amené certaines villes à dire, pour certains carrefours, où le trafic, l'organisation du trafic ne dépasse pas encore la capacité de l'homme, je préfère recruter 2 agents verts. Qui en même temps, police municipale, qui en même temps régule la circulation, mais quand elle n'est pas dense, s'occupe, regarde un peu autour de police municipale, dissuasif, essaye de régler un certain nombre de petits problèmes. Si un véhicule tombe en panne au carrefour, ce n'est pas le feu tricolore qui va aider à pousser. Parce que ça arrive très souvent. Mais l'agent vert, qui est au carrefour, il fait mieux que le feu tricolore. Parce que le véhicule qui tombe en panne au carrefour, il aidera à pousser pour qu'on le dégage très rapidement pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc, je donne un exemple comme ça. Alors que nous pouvons passer au vert par la promotion de la force humaine, comme le cas des feux tricolores. Mais on peut également à la promotion des productions locales. La qualité bio des produits. Dans les cocktails, j'ai regardé. Dans les cocktails, je regarde ce qu'on nous sert. De la pâtisserie anglaise, française, viennoise. C'est ça. Je n'ai pas encore vu. Même les jus qu'on nous sert, c'est jus de pomme au Tchad. Jus de raisin, je ne sais pas si on en produit ici. Vous voyez donc, la consommation des produits, de ce que nous produisons, permet le développement de l'économie. Et j'aborde la dernière partie. Quelle implication pour les SPE? Finalement, quand même, il faut en parler. Est-ce que les SPE sont capables d'influencer les politiques publiques des États et des collectivités locales en participant à la promotion de l'économie verte? Nous devons, si nous voulons faire de l'emploi vert, être capables d'influencer les politiques. Et comment? On le verra après. Est-ce que nous sommes capables de conseiller les décideurs? Est-ce qu'on prend notre avis? Est-ce que les décideurs prennent notre avis? Quand on a voulu faire le PND, est-ce qu'on a été, acteurs de l'emploi, suffisamment impliqués pour les choix économiques ou les choix de modèles économiques? Sensibiliser les acteurs du développement économique et social et accompagner la requalification. Sommes-nous capables d'accompagner la requalification professionnelle et les initiatives en faveur de l'économie verte?
Cela veut dire quoi? Que cela va nous amener à renforcer notre rôle en tant que SPE de laboratoire d'analyse et des informations sur le marché du travail. Monsieur Case a parlé d'une étude sur l'anticipation des besoins. C'est ça notre rôle aussi. Et son évolution probable, ainsi que leur rôle d'assistance à l'élaboration des plans sociaux et économiques. Et je vous fais lire l'article 6 de la Convention numéro 88 de l'OIT, qui dit que le rôle des SPE, c'est de recueillir, analyser, en collaboration s'il y a lieu avec les autorités, tous employeurs, syndicats, toutes les informations dont on dispose sur le marché de l'emploi et son évolution probable, à la fois dans l'ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, ainsi que du public. Sommes-nous capables de le faire? Le faisons-nous? C'est en le faisant que nous allons influencer les politiques. Deuxième point, c'est le point E. Le rôle des SPE, c'est d'aider autant qu'il est nécessaire d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration des plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes capables d'aider les collectivités publiques et privées dans l'élaboration de plans économiques, de plans sociaux, capables d'influencer la situation de l'emploi? Est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Je crois que c'est des pistes de réflexion. Et pour finir, c'est le dernier slide, j'ai donné un cas concret du Bénin, qui est en cours en ce moment, d'un partenariat, parce que nous avons mis en place un partenariat entre le SPE, la NPE du Bénin et les collectivités territoriales. Parce que nous estimons que l'emploi vu du RO, promotion de l'emploi vu du niveau national, ça ne prospérera pas. L'emploi doit être lié au développement des territoires. Il faut travailler avec les territoires. Donc on a commencé, j'ai pris l'exemple de Grand Popo au Bénin, qui est une ville au sud du pays, une ville côtière et hôtelière, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels là-dessus, avec des potentialités agricoles, surtout dans les cultures maraîchères. Il y a quelques fautes dedans qu'on va corriger. Potentialité de tourisme balnéaire, ils ont près de 40, je ne sais pas combien de kilomètres de plage et de pêche, ils font de la pêche artisanale. Des potentialités de tourisme écologique, parce qu'ils ont des zones agroécologiques, des zones écologiques, avec des curiosités comme les oiseaux migrateurs qui viennent souvent, les tortues géantes, les hippopotames, les crocodiles et autres, dans la zone. Et il y a des potentialités de tourisme culturel par l'histoire, la tradition et le loisir. Alors, dans le cadre de ce partenariat que nous avons engagé avec cette commune, nous en tant que SPE, nous sommes en train d'appuyer la commune à l'élaboration d'une politique locale de promotion de l'emploi. De sa politique locale de promotion de l'emploi qui va être adossée à son plan de développement communal et machin, pour qu'il s'engage dans l'emploi. Donc, on finance l'étude pour l'élaboration de la politique. Deuxième action que nous envisageons avec cette commune, c'est de l'assister dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de promotion des emplois verts dans le secteur de l'agriculture biologique. Faire en sorte que ceux qui faisaient de la culture maraîchère dans Grand Popo passent désormais à l'agriculture biologique de manière à donner une valeur ajoutée à leur production et à être plus compétitifs que les autres qui font le maraîchage classique avec les intrants agricoles, les pesticides et autres. Donc, nous voulons développer ce projet de promotion des emplois verts parce que, à l'analyse des potentialités de la zone, on s'est rendu compte que les potentialités qu'ils ont sont des potentialités qui peuvent leur permettre d'aller directement dans l'emploi vert. Et nous allons mettre en place une plateforme de services communal de promotion de l'emploi, accompagnement à l'auto-emploi et des machins comme un bureau d'emploi pour pouvoir les aider à gérer la question. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'élément important, c'est comment accompagner pour élaborer des politiques et élaborer des projets
qui leur ressemblent. Donc finalement, on retiendra, pour revenir à l'intitulé de la présentation, est-ce que c'est un lien forcé ou un lien naturel? Je ne sais pas si j'arrive à répondre finalement à la question, mais je constate simplement que le lien entre l'économie verte et les emplois verts est un lien naturel si l'on considère que les objectifs de développement durable leur sont communs. Économique, naturel et humain. Et on a vu que l'humain est le premier naturel, ou le dernier. Si on regarde les théories, l'homme est le dernier élément naturel. On a créé les océans, on a créé tout ça là d'abord, et l'homme a été le dernier. Donc, c'est le dernier élément naturel. Donc, si on considère ça, on peut dire qu'il y a un lien naturel et que l'économie verte est adossée à une politique cohérente de développement économique et social. Mais il peut devenir un lien forcé si les emplois verts se limitent exclusivement aux considérations environnementales, sans qu'il n'y ait une perception, l'autre perception plus large de l'économie verte, si on ne consent pas qu'il faut une désaccoutumance à la croissance et au gain de productivité. Donc si l'environnement n'est pas favorable, si on ne pense pas aux politiques, et qu'on prend le slogan économie verte, emploi vert, beaucoup d'emplois, moi je resterai toujours dubitatif. Parce que moi, de ma position de SPE, je fais comme les impôts. Ce qui m'intéresse, c'est la quantité. Élargir l'assiette. Donc si on peut élargir l'assiette des emplois verts à tous les secteurs dont j'ai parlé, l'éducation, la santé, tous les métiers qui permettent de valoriser l'homme aussi, et de le mettre au cœur du développement, je crois que là, nous y arriverons. Je vous remercie.